je vais introduire, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Anne-Gwenaëlle Guézenec, qui est donc chercheur au BRGM d'Orléans et qui est une figure incontournable de la biolixiviation en France et en Europe. Et donc, il va nous présenter un exposé sur l'effet des micro-organismes dans la métallurgie. Et donc, c'est moi qui vais passer les transparents. Et donc, j'espère que ça se passera bien, parce qu'on a eu un petit souci technique tout à l'heure pour la mise en place. Voilà, donc, n'hésite pas si je suis pas. À toi, Gwen. Ouais, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Alors, je suis vraiment désolée, hein, je peux pas utiliser mon écran, donc on va, on va essayer de s'organiser avec Laurent pour que ça se passe au mieux. Ben, Laurent, tu peux passer à la diapo suivante. Euh, donc, alors moi, je vais vous parler d'un procédé biologique également, hein, qui utilise des micro-organismes pour extraire les métaux d'une matrice minérale, ce qu'on appelle la biolixiviation. Alors, je vais commencer par vous présenter un petit peu de manière générale qu'est-ce que ce procédé, et puis ensuite, je vous présenterai un développement qu'on a fait, nous, au BRGM, autour de ce procédé. Alors, est-ce que tu peux passer? Voilà. Donc, la biolixiviation, en fait, c'est une opération unitaire qui fait partie d'un ensemble de procédés biologiques qu'on appelle la biohydrométallurgie, donc qui utilise des micro-organismes hein, pour extraire des métaux d'une matrice minérale. Donc là, vous avez une représentation schématique d'un procédé hydrométallurgique classique. Les grandes étapes sont généralement des étapes de préparation physique de la matière, que ce soit un minerai ou un déchet minier. Et généralement, ensuite, on passe à des étapes, en tout cas pour l'hydrométallurgie, en phase aqueuse, avec une première opération qu'on appelle la lixiviation. On obtient une solution riche en métaux qu'on va ensuite traiter pour séparer les métaux, les purifier et puis ensuite obtenir un produit fini, soit par précipitation ou par électrolyse. Donc Catherine, elle vous a présenté un exemple de procédé, de bioprocédé pour purifier, séparer des terres rares contenues dans une solution. Donc moi, je remonte d'un cran à l'étape précédente, donc la lixiviation, celle qui consiste à mettre en solution ces métaux. Alors en biohydrométallurgie, les micro-organismes ils sont généralement utilisés soit pour produire des réactifs chimiques, des molécules d'intérêt qu'on va utiliser dans les procédés unitaires, ou alors pour catalyser des réactions chimiques, ou alors les deux. Alors en biolixiviation, on peut classer le domaine en deux grandes approches. La première, c'est ce qu'on appelle la biooxydation, donc qui est basée sur des réactions d'oxydoréduction où on va utiliser les micro-organismes pour oxyder les phases minérales. Et puis, on a une autre voie qu'on peut appeler plutôt biocomplexation, qui consiste à produire des composés organiques, généralement des acides organiques, mais pas seulement, qui vont permettre dissoudre sélectivement les métaux d'intérêt en les complexant. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui de la première approche, hein, qui est la bioxydation, ce qu'on appelle la bioxydation, qui est la seule finalement pour l'instant, à avoir atteint un stade industriel. Et c'est vraiment un domaine sur lequel travaille le BRGM depuis très longtemps, hein. Ça fait plus de 40 ans, presque 50 ans que ce domaine est développé ici. Mais avant de vous expliquer comment ça marche, je voulais faire un petit peu d'histoire parce que je trouve que c'est intéressant pour comprendre comment fonctionne ce procédé. En fait, la biolixiviation, on en trouve les premières traces il y a très longtemps. En fait, on s'aperçoit que qu'on utilisait ce procédé euh, déjà
en Chine, du temps de Liu Han, donc vous voyez sa photo. Et puis on a des traces après dans différentes parties du monde, alors en Asie, mais également beaucoup en Europe, notamment en Espagne. Et la première véritable description d'un procédé de biolixiviation, il est fait par Georgius Agricola dans un, un livre, un recueil de livres qui s'appelle Re Metallica. C'est vraiment très intéressant parce que c'est le premier traité de métallurgie qu'on peut trouver. Et donc vous voyez sur l'image, la gravure que vous avez sous la frise, un homme qui sort d'une galerie de mine et qui porte un seau dans ses mains, puis il va déposer le contenu de son seau dans un bassin où on comprend que là, sous l'action du soleil, eh bien, on va évaporer cette solution. En fait, cette solution, c'est le résultat d'un processus naturel qu'on appelle drainage mini-acide, c'est-à-dire que dès qu'on creuse une galerie, qu'on met un jour un gisement qu'on appelle sulfuré, hein, donc où les espèces sont sous forme sulfurée, réduites, les phases minérales sont réduites, on observe la formation de solutions très acides, très riches en métaux. Et donc, ce que fait cet homme, c'est qu'il va simplement utiliser cette solution qui contient du cuivre et de l'acide sulfurique pour produire ce qu'on appelle d'un côté le vitriol à l'époque et puis des sulfates de cuivre. Alors évidemment, ces métallurgistes qu'on peut dire primitifs, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'utiliser le résultat d'un processus biologique, hein. Il faut attendre vraiment le début du XXe siècle avec l'identification des premières bactéries impliquées dans ce mécanisme pour qu'on se rende compte que c'est un processus biologique. Et donc, au milieu du XXe siècle, il y a des chercheurs qui vont isoler les premières bactéries qui sont impliquées dans ce mécanisme. Et à partir de là, on va avoir petit à petit une meilleure compréhension de ces phénomènes et donc le développement d'une approche d'ingénierie pour accélérer ce phénomène naturel de drainage mini-acide et en faire un procédé métallurgique, ce qu'on appelle la biolixiviation. Donc vous voyez la première application, c'est dans les années 70, ce qu'on appelle la biolixiviation en tas, où le minerai est posé sur une surface imperméable, et puis on va apporter des nutriments, arroser avec des solutions qui vont permettre aux bactéries présentes naturellement dans ce système de se développer et de produire ces solutions riches en métaux. Et puis, dans le début des années 80, là, on va passer à des procédés en réacteur agité beaucoup mieux contrôlés. Alors, vraiment, ce qui fait le lien entre ce processus naturel de drainage mini-acide, hein, vous voyez la photo sur la gauche, donc c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans les environnements miniers dans de nombreuses parties du monde et beaucoup en Europe. Et puis la photo de droite où on a une opération industrielle de biolixiviation. Donc c'est deux réactions fondamentales. La première, c'est la réaction d'oxydation du fer ferreux en fer ferrique. Et la seconde, c'est la réaction d'oxydation du soufre. Alors, quand je dis soufre, c'est toutes les espèces inorganiques réduites du soufre. Et ces deux réactions, si vous essayez de les faire à température ambiante, en conditions abiotiques, donc sans bactéries, c'est des réactions qui sont extrêmement lentes. Et à partir du moment où on va mettre des bactéries qui sont capables justement de catalyser ces réactions, et bien on va avoir une accélération, des réactions qui vont avoir lieu en l'espace d'une heure à 2 heures. On va pouvoir voilà, avoir des cinétiques qui sont extrêmement rapides. Et c'est ça qu'on va chercher à accélérer et à contrôler dans le procédé de biolixiviation. Alors ce fer et ce soufre, ils viennent d'où? Ils viennent en fait de ce qu'on appelle, ce que je vous ai dit là tout à l'heure, les matrices sulfurées. Il y a de nombreux minerais de cuivre, de plomb, de zinc, etc., qui sont présents naturellement dans des phases minérales dites sulfurées.
et qui produisent ce fer et ce soufre dont ont besoin les bactéries. Et dès qu'on a une présence d'air, donc d'oxygène, on va avoir la mise en place de ce mécanisme où on va avoir les bactéries qui vont oxyder le fer ferreux et le soufre. Ça va produire du fer ferrique qui va pouvoir venir oxyder les phases minérales sulfurées. Et puis, on va avoir un emballement de la réaction. Et donc, tout l'intérêt de ce procédé, c'est de produire les réactifs in situ en utilisant le minerai comme substrat. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'apporter d'oxydants ni d'acide. Il est produit naturellement par les bactéries à partir du fer et du soufre contenus dans les phases sulfurées. Donc la principale cible de la biolixiviation, c'est vraiment les minerais sulfurés à la base. Alors les micro-organismes, il y en a différents, il y en a plein. Donc il y a des micro-organismes qui sont spécialisés dans l'oxydation du fer, d'autres qui sont spécialisés dans l'oxydation du soufre, ou il y a des micro-organismes qui sont capables de faire les deux. On va les trouver généralement dans les environnements miniers, mais aussi dans les environnements géothermaux. Alors ce sont des bactéries ou des archées qui sont dits acidophiles, c'est-à-dire qui sont capables de se développer, de se multiplier dans des environnements acides, très riches en métaux. Ce sont souvent des bactéries, enfin des micro-organismes autotrophes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de substrat carboné organique, elles vont utiliser directement le CO2 de l'air comme source de carbone. Et généralement, elles sont classées en fonction de leur température, je peux aller jusqu'à 80 degrés. Alors, les principaux avantages par rapport aux procédés conventionnels, c'est évidemment qu'on a des conditions opératoires qui sont beaucoup plus douces. Si vous voulez oxyder des minerais sulfurés, il va falloir généralement utiliser des conditions de température ou alors passer à des pressions beaucoup plus élevées que ce qu'on peut trouver généralement en conditions à l'ambiance. Et puis, on travaille en biolixiviation à des pH qui sont peu acides. On est généralement à un pH qui est compris entre 1 et 1,5. On consomme beaucoup moins de réactifs, beaucoup moins d'énergie, donc on a moins d'émissions de CO2. Et puis, c'est des procédés qui généralement sont beaucoup moins coûteux. On a des CAPEX et des OPEX qui sont réduits. C'est robuste aussi, c'est simple à mettre en œuvre. Par contre, les inconvénients, c'est sûr, c'est des cinétiques qui sont plus lentes que les procédés conventionnels. Donc, sur les opérations de biolixiviation industrielle qu'on a aujourd'hui, on est sur des temps de séjour qui vont varier entre 3, 4, 5 jours maximum, donc évidemment c'est un peu plus lent qu'un procédé classique. Et puis on doit aussi traiter des effluents qui sont acides, riches en fer. Alors c'est le cas pour tous les procédés hydrométallurgiques, mais c'est vrai qu'en pyrométallurgie on n'a pas ce problème. Alors, est-ce que tu peux passer? Voilà, alors je vais passer assez vite, juste cette slide pour vous dire que donc aujourd'hui, on a deux grandes familles de procédés, les procédés de biolixiviation en tas, les procédés de biolixiviation en réacteur agité. Biolixiviation en tas, c'est vraiment un réacteur qu'on contrôle pas très bien, donc qui est pas hyper efficace, mais par contre qui est très simple à mettre en œuvre et qui coûte pas très cher. Donc c'est un procédé dans les années 70-80, qui s'est largement répandu, notamment en Amérique du Sud, principalement pour traiter des minerais de cuivre. Alors c'était essentiellement des minerais de cuivre peu concentrés, ou alors qui contenaient de l'arsenic, par exemple, qui n'étaient pas tellement adaptés pour les procédés pyrométallurgiques. Donc jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on estimait qu'il y avait à peu près entre 15 et 20% du cuivre primaire qui était produit par biolixiviation. Aujourd'hui, on voit un net recul de cette technique qui est lié en fait à l'épuisement des gisements bien adaptés à la biolixiviation. Et puis on a la biolixiviation en réacteur agité, donc là un réacteur beaucoup plus facile à contrôler, un réacteur qui est très efficace, on est généralement sur des rendements de près de 100%.
Et puis, et puis des cinétiques aussi beaucoup plus rapides qu'Anta. Par contre, évidemment, on est sur des coûts plus élevés. Et aujourd'hui, c'est un procédé qui est essentiellement appliqué pour traiter les minerais d'or réfractaires, mais on a aussi quelques applications pour des métaux de base à forte valeur ajoutée comme le nickel et le cobalt. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 6% de l'or qui est produit par des procédés de biolixiviation. Donc c'est une technologie qui est bien établie, c'est une réalité industrielle, mais qui reste quand même une niche dans le monde de la métallurgie extractive. Et nous, ce qu'on essaye de faire au BRGM, c'est bah, d'améliorer ce procédé pour le rendre plus efficace, moins coûteux aussi, pour pouvoir l'adapter à d'autres matrices. Donc ça peut être d'autres minerais que minerais de cuivre, minerais de nickel ou de cobalt. Mais on développe aussi tout un tas de projets de recherche pour essayer d'adapter la biolixiviation à d'autres matrices que les minerais. Et donc là, ce que je voudrais vous présenter, c'est des travaux qu'on mène déjà depuis pas mal d'années pour développer un procédé de biolixiviation destiné à la valorisation des métaux dans les déchets électroniques. Alors, est-ce que tu peux... ouais. Alors, cette idée, elle est née il y a pas mal d'années déjà, il y a presque 15 ans. On avait des collègues qui travaillaient au BRGM sur les déchets de cartes électroniques, mais qui travaillaient plutôt sur la préparation, sur l'échantillonnage de ces cartes électroniques. Et donc, ces cartes électroniques contiennent énormément de métaux, comme le cuivre. Et puis nous, à côté, on avait des réacteurs dans lesquels on traitait des minerais, des déchets miniers avec des bactéries, et on générait des solutions extrêmement riches en fer ferrique, très acides. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas utiliser ces solutions pour récupérer les métaux de base qu'on peut dissoudre en utilisant un oxydant comme le fer ferrique en milieu acide. Donc, c'est des travaux qui ont commencé en 2014 et qui sont encore en cours, hein, donc ça prend du temps. En 2014, on a commencé par tester ce qu'on appelait un co-traitement, c'est-à-dire on utilisait des résidus sulfurés, des déchets sulfurés pour produire une solution riche en fer 3 et acide, et ensuite on utilisait cette solution pour traiter les déchets électroniques. Puis après, on a continué dans les années qui ont suivi en se disant, il faut qu'on essaye d'autres approches sans déchets sulfurés, en essayant d'utiliser le fer contenu dans les cartes électroniques comme substrat pour les bactéries. Et donc, c'est ça que je vais vous présenter. Donc, alors juste un petit rappel très rapide, hein, mais les circuits imprimés, donc vous voyez, c'est des objets qui sont circuits imprimés ou cartes électroniques, ça dépend des termes. C'est des objets extrêmement complexes, mais qui contiennent quand même beaucoup de métaux. C'est le cerveau en général, on considère que c'est le cerveau de tous nos objets électroniques qui nous entourent. Et dans les métaux qui contiennent, il y a des métaux de base et puis il y a des métaux précieux. Et dans les métaux de base, il y a quand même pas mal de métaux qui sont susceptibles d'être lixiviés par le fer ferrique et en présence d'acide sulfurique. Alors, donc la première approche, comme je vous ai dit, c'était d'utiliser des résidus miniers sulfurés, cultiver des bactéries ferro-oxydantes, sulfoxydantes, sur ces résidus miniers, produire une solution très riche en fer ferrique, acide, pH proche de 1, d'utiliser cette solution, de la mettre en présence de cartes électroniques broyées. Alors, ce qu'on a vu très rapidement, c'est que lorsqu'on faisait ça, juste ça, on obtenait des bons rendements, mais finalement, ça ne changeait pas grand-chose si on utilisait cette solution ou une solution de fer ferrique similaire, mais obtenue de manière synthétique, chimique. Par contre, ce dont on s'est rendu compte quand même, c'est que quand on laissait les bactéries se développer dans le réacteur
de traitement des déchets électroniques, donc le réacteur secondaire, là, on avait une véritable accélération de la réaction et on atteignait des rendements qui étaient de l'ordre de 100% pour le cuivre. Donc, vous voyez un peu, c'est le graphe que vous voyez ici, et avec des temps de séjour relativement courts, puisque vous voyez qu'en en 24 heures, on a presque 100% de dissolution du cuivre. Et donc, la clé du succès, c'est vraiment la possibilité avec les bactéries de maintenir un potentiel redox très élevé. On avait dans le réacteur, à partir du moment où on avait ce développement bactérien, on atteignait des potentiels redox supérieurs à 900 millivolts, ce qu'on n'avait pas quand on utilisait une solution synthétique ou juste la solution filtrée obtenue à partir des déchets miniers. À partir de ça, donc on a eu un projet européen qui s'appelle CERES où on a pu tester ce concept à une échelle beaucoup plus grande avec des partenaires de différents pays sur un cas d'étude en Pologne, donc une mine de charbon qui allait fermer. Et donc l'idée c'était de développer une activité économique alternative, sachant que cette mine de charbon laisse derrière elle d'immenses tas de déchets qui contiennent énormément de pyrite, donc un sulfure de fer extrêmement réactif et qui génère ces drainages mini-acides. Donc l'idée c'était d'utiliser ces déchets pour produire un réactif qu'on utilisait ensuite pour traiter des déchets électroniques. Alors, cette approche, elle est intéressante, mais elle nécessite d'avoir à proximité des déchets miniers qui contiennent de la pyrite. Donc ça, c'est pas possible partout. Donc, on s'est dit, bah, il faut essayer de voir si on peut pas se passer de ce substrat sulfuré, voir si les bactéries ne sont pas capables d'utiliser le fer contenu dans les déchets électroniques, dans les cartes électroniques, pour se développer et pour générer cette activité oxydante. Donc ça, c'était l'objet de la thèse d'Agathe Hubaut qui a commencé en 2016. L'idée, c'était clairement d'utiliser les bactéries pour produire une solution, dans un premier temps, de fer ferrique avec un redox très élevé, teneur en fer aussi très élevé, puis d'injecter cette solution dans un deuxième réacteur en continu et de voir ce qui allait se passer, d'essayer de favoriser le développement bactérien. Alors vous voyez à droite les graphes qui vous montrent un peu les différentes périodes qu'on a obtenues dans ce réacteur continu. Donc au début, on n'avait pas du tout de dissolution du cuivre, on avait peu de bactéries dans ce réacteur, dans le réacteur secondaire. Et puis petit à petit, on a vu le rendement de dissolution du cuivre augmenter, mais le redox, lui, restait encore bas. Et puis à un moment, on a vraiment eu une croissance bactérienne très importante, donc c'est la troisième période en gris, et là, un redox très élevé et un rendement en cuivre très bon, puisqu'on était à 98% de cuivre. Et comme vous voyez sur la petite photo qu'on a obtenue au MEB, on avait un développement bactérien sur les déchets de cartes électroniques. Alors, on a ensuite poursuivi ces essais. Donc, on avait commencé avec 1% de rapport solide-liquide de déchets électroniques dans le réacteur secondaire. On est monté à 2%. Là, on a vu que ça a continué à marcher très bien. On a diminué le temps de séjour. Et puis, à un moment, c'est la 6e période qu'on voit en jaune. Eh bien, on a tout simplement supprimé le réacteur de tête et on a laissé les bactéries se débrouiller avec simplement les déchets électroniques comme substrat. Et donc, vous voyez qu'on a réussi à maintenir l'efficacité du système. On a eu 100% de mise en solution du cuivre en moins de 48 heures et en gardant un rendement, une vitesse d'oxydation du fer également très élevée. Alors ça, c'était... Est-ce que tu peux revenir juste encore Alors juste quand même, donc ça a très bien marché. On a fait un réacteur pilote pour tester tout ça. Mais vous voyez quand même qu'il nous a fallu plus de 1500 heures, donc plus de 62 jours pour obtenir
des rendements des cinétiques très élevés. Donc une phase comment dire, pour atteindre un régime permanent, celui qu'on recherchait, voilà, il fallait quand même pas mal de temps. Donc c'est dit, si on veut passer à une étape industrielle, il faut qu'on arrive à réduire ce temps d'induction. Et donc c'est là qu'on a fait une seconde étude, donc c'était l'objet du postdoc de Juan Anaya, qui a cherché à comprendre d'où venait ce temps d'induction, donc probablement lié à une toxicité du système vis-à-vis des bactéries qui ralentit un peu leur développement. Alors, sa première approche, ça a été de prendre juste la fraction liquide générée par l'oxydation, par la dissolution des métaux issus des cartes électroniques, et de les mettre en contact avec les bactéries, donc avec une concentration croissante de métaux. Et vous voyez là sur votre droite là les graphes. Donc ce qui correspond à 8%, c'est 4 fois plus de cartes électroniques que ce qu'on avait testé pendant la thèse d'Agatubo. Et pour 2%, 4%, 6%, on a un développement bactérien en datant tout à fait raisonnable. Donc on s'est dit, bah, c'est pas lié aux métaux en solution, c'est probablement lié aux cartes électroniques elles-mêmes, ou peut-être à comment dire, à un effet conjugué des cartes électroniques et des déchets et des métaux mis en solution. Donc on est passé à une autre approche où cette fois on a fait un régime d'adaptation des bactéries en les repiquant de manière successive. Donc c'est-à-dire qu'on a fait un premier réacteur en les mettant en contact avec des cartes électroniques, puis on les a repiqués une deuxième fois et une troisième fois. Et ce que vous voyez, c'est que progressivement on diminue le temps de latence, le temps d'induction de l'activité des bactéries. Et donc à partir de ça, on a réalisé un réacteur pilote où on a testé les 3 cultures bactériennes issues de ces 3 repiquages. Alors c'est dommage parce que je viens de m'en rendre compte, mais le code couleur ne correspond pas. Mais en vert, en gros, on a utilisé la culture bactérienne issue du premier repiquage, donc qui est en noir sur le graphe de gauche. En jaune, c'est le deuxième repiquage. Et puis en bleu, le troisième repiquage. Et donc vous voyez qu'avec la culture qui a été repiquée 3 fois, eh bien on a immédiatement, dès le démarrage du pilote continu, on obtient des redox très élevés de l'ordre de 900 millivolts, donc une activité très forte. Et donc ça nous a permis de réduire en fait si on regarde, hein, on est passé de 62 jours de temps d'induction à un temps de préparation de l'ordre de 35 jours. Et en mode batch. Donc ça, c'est une économie quand même très importante parce que faire tourner un réacteur continu, c'est beaucoup plus coûteux que de faire des repiquages successifs en mode batch. En mode batch. Voilà, donc aujourd'hui on continue ces développements. On a un thésard qui travaille sur la modélisation d'un réacteur à grande échelle de lixiviation des cartes, et on s'intéresse également à un phénomène qu'on appelle le quorum sensing. Donc ça c'est dans le cadre du PEPR recyclage. Donc la modélisation c'est en partenariat avec le LRGP à Nancy. Le quorum sensing c'est en partenariat avec le LGC à Toulouse. Toujours pour essayer de monter en échelle et en même temps mieux comprendre les mécanismes et les réactions biologiques qui ont lieu dans ce réacteur. Alors pour conclure, je pense que donc là c'est bon, je suis pas trop mal au niveau du temps. Alors les réacteurs de biolixiviation, c'est des réacteurs c'est un environnement relativement complexe, hein, comme vous l'avez compris. On a à la fois des bactéries qui se multiplient dans ce réacteur. On a des minerais ou des déchets miniers ou des déchets des déchets électroniques. On doit leur apporter des nutriments à ces bactéries. On doit leur fournir de l'oxygène, ça c'est important, du CO2, donc injecter de l'air, le disperser de manière
appropriée. On doit assurer aussi une bonne homogénéisation du système. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à trouver des conditions qui permettent de réaliser l'ensemble de ces réactions. Donc, toujours, tout ce qu'on cherche à faire, nous, c'est à trouver des compromis entre toutes ces réactions qui sont des réactions biologiques, des réactions chimiques, du transfert de masse, etc., pour optimiser la cinétique et l'efficacité du procédé. Donc c'est un milieu complexe, hein, mais finalement c'est aussi un milieu très robuste, parce que comme vous l'avez vu, hein, c'est appliqué à l'échelle industrielle, dans des environnements, dans des ingénieries qui sont assez peu complexes finalement. Et puis, alors, est-ce que tu peux passer, voilà, à la dernière slide? Alors, je suis désolée, j'ai repris une slide que j'avais préparée dans un autre cadre. Je l'ai pas traduite en français, mais juste pour vous dire que aujourd'hui, il y a une recherche, une activité de recherche très intense. Autour de ces procédés et plus généralement de la biohydrométallurgie en Europe, mais ailleurs aussi essentiellement piloté par la volonté de réduire les impacts environnementaux, parce que c'est clair qu'on a des impacts environnementaux réduits avec ce type de procédé, mais aussi pour aller chercher et exploiter des gisements comme les gisements de la mine urbaine. Donc ça, c'est très intéressant. Et je voudrais juste citer un grand nom de la biolixiviation, de la biohydrométallurgie, Jim Brierley, donc qui a été à l'origine, qui a découvert des bactéries dans les années 60 qui ont été utilisées ensuite pour réaliser ces procédés industriels. C'est lui qui a accompagné les premiers procédés industriels de biolixiviation. Donc c'est vraiment une figure très importante. Et donc ce qu'il dit, c'est que ce qui est important aujourd'hui pour promouvoir l'émergence de cette technologie, c'est vraiment de travailler entre scientifiques et ingénieurs de domaines très différents, donc la biologie, les bioprocédés, les procédés, la chimie, etc. Et donc je voulais finir par ça parce que je pense que ça illustre bien ce qu'on fait aujourd'hui dans le GDR. Voilà, et puis tout ça n'aurait pas été possible sans tous mes collègues hein, qui contribuent à tous ces développements. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, voilà, et puis tous les projets, les financements qu'on a eus. Et je voudrais juste finir par un dernier mot pour vous dire que nous organisons, alors je pense que tu dois avoir une dernière slide, Laurent, non? Voilà, super. On organise en 2026 à Orléans le congrès IBS. C'est le plus ancien, c'est un très grand, c'est un très très vieux congrès qui existe depuis très longtemps. Donc c'est le congrès de biohydrométallurgie, hein, et donc va se passer en septembre à Orléans. Donc vous êtes tous les bienvenus. Le site est ouvert pour déposer vos abstracts, mais même si vous voulez pas présenter, vous pouvez venir nous voir pour découvrir ce domaine qui est assez fascinant. Voilà, et puis je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup. Et effectivement, j'ai eu peur que tu oublies de faire la pub pour le congrès, mais non, il y avait bien une dernière slide là-dessus. Très bien, du coup, on va pouvoir passer aux questions. Il y en a une première de Lenka Zvekova, du LEPMI à Grenoble, qui demande s'il y a moyen d'être sélectif lors de la biolixiviation. Alors, si on parle de biolixiviation, celle que je vous ai présentée, hein, qui est basée sur des mécanismes de bioxydation, on est sélectif dans le sens où on va cibler vraiment les phases sulfurées. Voilà. Après, on va pas être sélectif au sens où on ne va pas sortir juste le métal associé à cette phase sulfurée. On va forcément dissoudre la phase minérale. Alors aujourd'hui, il y a d'autres approches, hein, comme je le disais au début de ma présentation. Il y a des gens qui travaillent sur le développement de molécules organiques, biologiques, pour justement aller chercher de manière sélective les métaux, donc via des processus de complexation. Mais voilà, ça reste encore des développements qui sont
qui sont encore à l'échelle laboratoire, quoi. On est très loin d'un développement industriel, mais voilà, c'est des choses qui sont en développement. Alors nous, on travaille pas dans ce domaine, sur ce domaine au BRGM, mais il y a d'autres collègues qui travaillent là-dessus. Mais je suis d'accord que c'est un des problèmes, mais c'est un problème qu'on rencontre en hydrométallurgie de manière générale, la sélectivité des procédés. En tout cas, à l'étape de la lixiviation, c'est extrêmement compliqué. C'est très difficile tout simplement d'un point de vue chimique ou thermodynamique, d'aller chercher uniquement le métal qu'on cherche, parce que ce métal est intimement associé à d'autres substances chimiques. Donc, dans les minerais sulfurés, ça va être le soufre et le fer notamment. Alors, je vais prolonger un petit peu cette question, le temps qu'il y en ait peut-être d'autres qui soient posées justement sur la sélectivité. Est-ce que tu nous as montré sur les cartes électroniques, où là, tu as parlé essentiellement du cuivre, mais bon, il y a d'autres métaux, peut-être comme l'étain, par exemple. Du coup, moi, ce que j'ai en tête, c'est qu'on n'a pas une plage de pH très large, donc c'est-à-dire on est vraiment un peu limité dans une certaine plage de pH. Est-ce que du coup, bah, ça pose pas des problèmes pour l'étain ou pour d'autres métaux qui pourraient être colixiviés et qui vont un peu nous embêter? Alors, donc, sur les déchets électroniques, ce qui marche super bien, c'est les métaux de base comme le cuivre, le nickel, le zinc, le cobalt. Alors ça, c'est parfait. On est dans la bonne plage de pH, bonne plage de redox. Et surtout, ces métaux, une fois dissous, ne reprécipitent pas. Alors, pour l'étain, comme pour le plomb, c'est un petit peu différent. Effectivement, dans les conditions physico-chimiques qui se développent dans les réacteurs de biolixiviation, on a une dissolution de l'étain, mais qui a tendance à reprécipiter. Et pareil pour le plomb. Alors, le plomb, il reprécipite quasiment à 100%, alors que dans les solutions, on n'a quasiment pas de plomb à la fin. L'étain, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Dans certains cas, on n'a quasiment pas d'étain. Dans d'autres cas, on peut garder jusqu'à 50% de l'étain en solution. Voilà. Donc parfois, on reprécipite entièrement l'étain qu'on dissout, et parfois il reste en solution. Donc c'est vraiment un métal qui a une chimie un petit peu particulière. On a du mal à comprendre enfin, on a des pistes, mais bon, voilà, c'est vraiment quelque chose à étudier. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est qu'on a beaucoup de travaux pour essayer d'élargir les plages opératoires de ces bactéries, notamment en termes de pH. Donc pour pouvoir opérer à des pH beaucoup plus bas, pour différentes raisons, mais une des raisons, c'est pour éviter ces phénomènes de précipitation, pour essayer de garder les métaux en solution. Voilà, donc on travaille à adapter les bactéries pour qu'elles travaillent aussi à des pH plus bas. Après, on peut pas imaginer de travailler à des pH inférieurs à zéro, ça, je pense pas que ça arrivera, mais on arrive quand même à baisser les pH de manière assez significative. Et puis après, ben, il y a plein d'autres métaux, hein, comme les métaux, les PGM, les platinoïdes. Bon, ça, c'est des métaux, de toute façon, il faut une autre chimie pour aller les chercher, hein. On peut pas les oxyder avec du fer ferrique et juste en présence d'acide sulfurique. Donc ces métaux-là ne se dissolvent pas et donc restent dans le résidu solide à l'issue de l'opération, quand on parle de déchets électroniques, bien sûr. Ouais, donc il y a un peu de sélectivité quand même. Du coup, il y a une question, alors que j'ai pas bien compris, j'espère que ça te parlera, donc de Théo Trabac. Est-ce envisageable de n'utiliser que les enzymes du cycle métabolique afin de s'affranchir des limites de régulation d'expression? Alors, bon, alors, je vais peut-être préciser quand même une chose, parce que je parle de biolixiviation, mais moi, je ne suis pas microbiologiste, je suis pas biologiste. J'ai vraiment une formation
en génie des procédés appliqués à la métallurgie. J'ai découvert le monde de la biologie en arrivant au BRGM, en travaillant avec mes collègues. Donc voilà. Est-ce que peut-être tu peux remonter un tout petit peu dans les slides, ça te dérange pas? Il y a un schéma au début. Ouais. Je vais essayer de répondre avec juste la slide d'après. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, déjà, des bactéries, il y en a très peu hein, dans le milieu. Donc, on est dans un milieu où, enfin, c'est des bactéries qui sont autotrophes. Elles utilisent le CO2 comme source de carbone. Donc, il y en a très peu. Et finalement, ces réactions d'oxydoréduction, elles les utilisent essentiellement. L'essentiel des électrons sont utilisés pour maintenir un pH neutre dans la cellule. C'est-à-dire qu'elles évoluent dans un milieu très acide. Et le problème, c'est que ça crée un gradient entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule, puisque l'intérieur de la cellule doit rester à pH neutre pour maintenir l'intégrité des bactéries. Et donc, ces réactions d'oxydation, c'est vraiment lié à ce maintien de pH. C'est pas vraiment, comment dire, c'est pas des réactions enzymatiques, on va dire. Donc voilà, donc on a vraiment besoin de ces bactéries. C'est ce qu'on a. Alors en anglais, ça s'appelle electron shuttle. Et c'est vraiment c'est un phénomène de catalyse finalement de la réaction qui est lié à ce gradient de pH entre la, l'extérieur, enfin le milieu et la cellule.